Alors bonjour chers étudiants, donc on va essayer de suivre les vidéos. Donc cette troisième vidéo concerne les applications au test et intervalles de confiance des paramètres A et B. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Alors application au test et intervalle de confiance de A et B. Alors pour vous situer un petit peu, et comme je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 1, et j'ai poursuivi ça dans la vidéo numéro 2, vous êtes plus ou moins censé de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Alors lorsque vous réalisez les tests sur A et B, et vous faites les intervalles de confiance sur A et B, vous essayez premièrement le test sur A. C'est-à-dire vous cherchez, vous avez ici un modèle Y est égal à AXT plus B plus epsilon de T. Alors, est-ce qu'il existe un impact ou il n'existe pas? C'est réaliser le test sur A égale à 0, A est différent de 0. Réaliser le test sur B est égal à 0, ça veut dire que B est supérieur strictement à 0 ou bien B est égal à 0, pour savoir aussi si jamais ce paramètre-là, il a une influence ou il n'a pas d'influence. Alors vous avez l'erreur epsilon de T. Alors, pour les intervalles de confiance, c'est tout à fait normal, parce que si vous revenez un petit peu au cours de l'échantillonnage et estimation, lorsque vous cherchez un intervalle de confiance, nous, on avait un paramètre A estimé et B estimé. L'intervalle de confiance, il va servir à nous donner une fourchette de A et de B pour que cet estimateur soit plus ou moins encadré dans cet intervalle. Alors si vous revenez un petit peu au cours de S3, échantillonnage et estimation, tout est expliqué, je ne vais pas y revenir. Hein. En général, la construction des intervalles de confiance de A et de B, et de la même façon le test de A et sur B, il est vraiment bien détaillé dans le cours d'échantillonnage et estimation de S3. Vous pouvez y revenir, pour les étudiants qui sont intéressés par le cours, ils peuvent y revenir à mon site que je vous ai donné au début. Et pour le cours de S3, il y a échantillonnage et estimation, et vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, donc je vais commencer par le test. Hein. Test A égale à 0, A différent de 0. Alors ça, c'est l'hypothèse H0, et ça, c'est l'hypothèse H1. Alors, dans la théorie des tests, vous avez ici l'hypothèse H0, c'est l'hypothèse initiale, et l'hypothèse H1, c'est l'hypothèse alternative. C'est ce qu'on dit, on appelle hypothèse alternative. Alors, vous vous rappelez, si vous revenez un petit peu dans le cours, le A égale à 0, A est différent de 0, comme je vous ai dit, si vous trouvez que A égale à 0 ici, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact de X sur Y. Si le A est différent de 0, il y a un impact de X sur Y. Alors, pour pouvoir réaliser le test de A ou bien de B, dans la théorie des tests, vous avez des étapes. Vous avez la première étape, c'est formaliser le test, H0 et H1. La deuxième étape, c'est trouver la statistique de test. Et la troisième étape, c'est la règle de décision. Donc, je vais les rappeler ici en bref. Hein. Vous avez la première étape, c'est formalisation du test. Formalisation du test. Ça veut dire vous énoncez H0 et H1. Alors, la deuxième, c'est trouver la statistique du test. Trouver la statistique du test. Et la troisième, la règle de décision avec la conclusion. Règle de décision avec la conclusion. Ça veut dire, avec la conclusion, est-ce que vous acceptez H0, acceptez H0 ou H1?
Alors en général, c'est les trois étapes qu'il faut toujours suivre hein, pour formaliser un test. Vous avez l'hypothèse H0, vous formalisez H0 et H1, vous trouvez la statistique des tests, ça c'est la chose la plus importante, et après vous avez la règle des tests. Alors comme je vous ai dit, hein, on ne va pas revenir au cours de S3 échantillonnage et estimation, mais en général, vous êtes plus ou moins censé un petit peu de savoir pratiquement toutes les questions qui vous seront données hein, au niveau de cette partie. C'est soit vous testez A égale à 0, soit vous testez A supérieur strictement à 1. Deux choses. En général, au niveau, vous pouvez tomber sur des exercices, ça dépend de la conception de l'exercice, mais en général, soit vous avez un test bilatéral comme ça, et ça c'est le plus souvent on le donne parce qu'on cherche l'impact de X sur Y, et vous avez les autres tests, plus ou moins, ça dépend du contexte de l'exercice, ou bien du contexte du problème que vous êtes en train de chercher. Par exemple, lorsque vous faites le problème de la consommation revenue, hein, à vous rappeler, on avait dit que la consommation CT est égale à ART plus B. Alors dans ce modèle formalisé comme ça, au niveau de l'exemple, on avait parlé des hypothèses de Keynes. Qu'est-ce qu'il avait dit, Keynes? Il a dit que A, c'est la proportion marginale à consommer, et le A, il est compris entre 0 et 1. A, il est compris entre 0 et 1. Comme ça. Alors, si jamais il est dans cet intervalle 0, 1, ça veut dire que vous pouvez réaliser un test pour dire est-ce que le A, il est supérieur à 1. Pour essayer de savoir est-ce que vous sortez de cet intervalle, parce que vous êtes dans 0, 1. Alors, le test, ça, c'est l'hypothèse alternative, A supérieur strictement à 1, et vous aurez l'hypothèse initiale, A égale à 1 ou A inférieur ou égal à 1. Alors on va essayer maintenant de commencer, puisque je vous ai situé un petit peu, je vous ai donné les étapes à suivre pour essayer de formaliser le test et de le faire. Et après maintenant, on va essayer de construire ce premier test A égale à 0, A est différent de 0. Alors vous allez voir que ce que je suis en train de vous expliquer ici, un petit peu avec plus de détails au niveau de A égale à 0, A différent de 0, la démarche, elle est valable pour tous les tests que vous réalisez, soit sur A, soit sur B. Alors maintenant, passons à ce test. H0, A égale à 0, H1, A différent de 0. Avant de passer au test, alors, on suppose tout d'abord, que les epsilon de T sont I et D et qui suivent une loi normale 0 sigma K. Alors les quatre hypothèses H1, H2, H3 et H4. Je suppose que les epsilon de T suivent une loi normale 0 sigma K. Alors maintenant, le test A égale à 0, le test A égale à 0 revient à avoir l'influence de X de T sur Y de T. Alors je le répète pour que vous compreniez un peu plus. Je l'ai dit dans la deuxième vidéo, la première vidéo, j'ai parlé de l'impact. Je vous ai dit que chaque fois vous avez ici une variable xt, vous avez ici une boîte noire, et vous avez une sortie ici y de t, qui dépend de x de t. Vous essayez de la relier avec une fonctionnelle. Si par exemple a égale à 0, ça veut dire que cette influence n'existe pas. Alors je rappelle ici que si vous avez un modèle linéaire y est égal à xt plus b comme ça, et si a égale à 0, alors ceci implique que y de t est égal à b. Alors j'ai fait même le schéma, vous avez y est égal à b, il est comme ça. Ici, b. Alors ce modèle comme ça constant ne veut rien dire, il n'explique rien du tout. C'est comme si vous avez un phénomène qui est constant dans le temps. Si vous parlez de consommation revenue, c'est comme si vous dites que pour a égale à 0, ou bien pour x égale à 0, y t égale à b, pour consommation revenue, ça veut dire que vous cherchez à long terme, sur une période d'une période n, que la personne n'a que cette subsistance qui est le petit b. Et ça, en général, les phénomènes comme ça à étudier ne sont pas
plus ou moins trop pratique, parce que dans la réalité, lorsque vous cherchez l'impact de quelque chose sur quelque chose, vous avez envie de dire, si jamais la variable x bouge d'une unité, le y il va bouger de combien? Et cette façon que x bouge d'une unité, y bouge d'une unité de combien, il est mesuré par ce paramètre a. Donc si jamais il est égal à 0, ça veut dire que vous êtes dans une situation un petit peu qui n'est pas plus ou moins valable en général dans la pratique. Alors le test de a égale à 0 revient à faire l'influence de xt sur yt. Alors maintenant, comme je vous ai dit, ça c'est la formulation de test. Et maintenant, on va essayer de construire la statistique du test. Alors en général, la statistique du test est TA est égal à A estimé est égal à A sur racine de variance de A estimé. C'est ça la statistique du test. Alors si vous revenez un petit peu à la variance de A estimé, vous vous rappelez, la semaine dernière dans la vidéo numéro 2, je vous ai parlé de variance de A estimé, variance de B estimé. Je vous ai dit que ces variances qui sont là, ils vont nous servir pour le calcul, soit au niveau de la statistique du test, soit au niveau de la construction de l'intervalle de confiance. Alors en général, je rappelle ici, alors, var de A estimé. On avait dit que ça, c'est sigma carré sur sigma xt moins x bar, le tout au carré. Alors, t est égal à 1 jusqu'à n. C'est ça la variance de A estimé. Je vous ai dit que la variance de A estimé est égale à sigma carré sur ça. Et la variance de B estimé, c'était sigma carré multiplié par 1 sur n plus x bar au carré sur sigma xt moins x bar au carré. Je vais en revenir tout à l'heure, soit dans la construction du test de B, soit dans la construction de l'intervalle de confiance. Alors, il y a un problème qui se pose ici. Vous avez le sigma carré qui est là, ce sigma carré qui est là. Souvenez-vous bien, hein, le sigma carré qui est là, c'est exactement ce sigma qui est ici. D'accord? Et le sigma qui est ici, c'est une variance qui est inconnue. Il est constante, mais il est inconnu. Alors, si jamais il est inconnu, il faut l'estimer. Alors, vous avez le sigma carré est inconnu. Alors, la variance est inconnue, implique, il faut l'estimer. Il faut l'estimer. Alors, vous avez deux types d'estimateurs de sigma carré. Vous avez un estimateur qui est biaisé et un autre estimateur qui est sans biais. Alors, on utilise ici on travaille avec sigma carré qui est inconnu parce que, vous savez, lorsque vous réalisez les tests, alors je vais effacer ici. Je suis obligé d'effacer parce que j'ai un petit tableau. Alors, je vais rappeler quelque chose ici que vous avez, pour que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit. Alors, lorsque vous avez un test, vous avez le sigma. Il peut être inconnu. Le sigma, c'est une variance, comme il peut être inconnu. Alors, si sigma, il est connu, ça veut dire que vous avez la possibilité d'utiliser la valeur qui est là. S'il est inconnu, vous êtes obligé de l'estimer. D'accord? Alors, s'il est inconnu, vous estimez, donc, vous avez un estimateur sans biais, un estimateur qui est biaisé. Mais, juste au niveau de la construction, lorsque le sigma il est inconnu, vous utilisez le TA que j'ai écrit tout à l'heure. Vous avez ici le TA qui est égal à A sur racine de variance de A estimé. D'accord? Alors ça, en général, si vous êtes dans cette situation de sigma qui est inconnue, vous avez le TA. Cette statistique de test, il suit une loi de Student à n-2 degrés de liberté. Alors, je peux le démontrer ici, il suffit juste de diviser par un sigma estimé, et
et vous avez une variance de student, c'est une loi normale sur une racine carrée de qui 2. Ça vous donne une student. Alors vous pouvez l'écrire comme ça, mais je ne vais pas vous demander de l'apprendre. Hein. Alors ce que vous devez apprendre, c'est celle-là, en général. La démonstration, c'est un peu... Alors vous avez A sur racine de var de A estimé. Donc ça fait A. Alors en général, vous pouvez diviser par... vous divisez par le sigma estimé et vous pouvez l'écrire comme ça. Alors vous avez A sur racine carrée de... Alors on avait dit ça, c'est sigma carré sur sigma xt moins x bar, le tout au carré. Alors vous allez écrire comme ça, A sur... Alors le sigma il sort, et vous avez ici racine carrée, 1 sur racine carrée de sigma xt moins x bar, le tout au carré. Et vous pouvez l'écrire comme ça. Ça veut dire que vous divisez par un sigma estimé, donc vous allez avoir ici le A sur sigma 1 sur racine de sigma xt moins x bar, le tout au carré, et vous multipliez ici par un sigma estimé et vous divisez par un sigma estimé pour pouvoir trouver la règle de plus ou moins la loi normale sur la loi de student. Alors vous allez écrire ça sur la forme A estimé sur sigma racine de xt moins x bar, le tout au carré, et vous divisez par sigma estimé, Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut, ça vous avez un sigma estimé ici parce que vous ne l'avez pas, et vous multipliez, vous divisez par un sigma. Comme ça. Et donc vous avez la première, ça tend vers N01. Et vous avez la deuxième, c'est la racine carrée de Q2 sur N-1. Et donc ça vous donne N-2 ici. Et donc ça vous donne une statistique de student à N-2 degrés de liberté. Alors ça c'est une démonstration, vous n'êtes pas obligé de le savoir pour notre cours. Ce qui est intéressant, c'est pour les étudiants qui s'y intéressent au cours de l'économétrie, il faut qu'ils sachent cette décomposition que j'ai faite. Mais en général, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est exactement cette statistique et que ça suit une loi de students. C'est tout. Donc je l'ai fait rapidement, mais vous aurez besoin de ça. A égale à A sur racine de var de A estimé, qui ça suit une student à N-2 degrés de liberté. Alors maintenant, la règle de décision, alors on accepte H0, on accepte H0 si valeur absolue de TA est inférieure ou égale à C alpha, et on accepte H1 sinon. Alors ce que vous avez en général, hein, je vais le faire ici, hein, au niveau de la règle de décision. Alors, vous avez ici une loi de student, elle est comme ça. Elle ressemble un petit peu à une loi normale, elle aussi c'est une... Alors vous avez ici moins C alpha, et vous avez ici C alpha. Alors, la zone qui est là, assurée comme ça, alors on dit que cette zone c'est une zone de rejet de H0, de rejet de H0. Et là, vous avez une zone d'acceptation. Alors en général, vous avez ici à l'intérieur, vous avez ici 1 moins alpha.
Donc ce qui va rester ici, c'est alpha sur 2, et ce qui va rester ici, c'est alpha sur 2. Alors en général, il vous dit que valeur absolue de θ est inférieure ou égale à alpha sur 2, et moins c'est alpha et c'est alpha, et chacune des deux quantiles de la loi du student va avoir une valeur de alpha sur 2. Donc en général, ce que vous devez connaître plus ou moins, c'est comment lire les quantiles Tn-2 à alpha sur 2 sur la table de la loi du student. Alors vous pouvez y aller n'importe sur, vous mettez Google par exemple, et vous allez avoir la table de la loi du student. Alors, si vous voulez, la probabilité sur H0 que TA inférieur ou égal à alpha sur 2 est égal à je vais marquer ici C alpha est égal à 1 moins alpha. Alors vous avez ici une valeur absolue. Donc vous allez avoir, c'est comme si vous allez avoir deux fois la valeur, je ne vais pas y revenir dessus, hein. Vous allez avoir deux fois la même valeur puisque vous avez la valeur absolue, donc ça veut dire que votre TA ici, il est compris entre moins C alpha et C alpha. Et vous êtes en train de chercher le C alpha. Donc ici, la probabilité, et puisque TA il suit une loi de student, vous allez avoir Tn-2 supérieur ou égal à C alpha est égal à 1 moins alpha. Il est égal à alpha sur 2, puisqu'on avait parlé de... Alors ceci implique que la probabilité de Tn-2 inférieur ou égal à C alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. Alors communément, en général, lorsque vous êtes dans cette situation, hein, le C alpha, c'est le quantile n-2 alpha sur 2. Alors on le note comme ça. n-2 alpha sur 2. Alors en général, si vous voulez revenir à ce que j'ai marqué dans le cours, vous allez avoir ici la probabilité de t n-2 inférieur ou égal à t n-2 alpha sur 2 est égal à 1 moins alpha sur 2. Alors ici, ça c'est le C alpha. Donc on accepte H0 si TA appartient à l'intervalle moins Tn-2 alpha sur 2 et Tn-2 alpha sur 2. Et donc si jamais on accepte H1, sinon, ça veut dire si je suis à l'extérieur de cet intervalle. Alors comme je vous ai dit, le Tn-2 alpha sur 2, hein, ça c'est des quantiles que vous pouvez chercher grâce à la table de la loi de student. Alors d'accord, je vais le marquer ici. Alors, trouver les valeurs, la valeur trouvée à l'aide de la table de la loi de student. Voilà. Alors une fois vous concluez, vous allez dire est-ce que le A est égal à 0 ou A est différent de 0. Alors si vous voulez, je peux vous donner ici un exemple pour illustrer ça. Et vous l'avez l'exemple. Mais en général, si vous voulez qu'on gagne un peu plus de temps, il est déjà midi moins 20, je ne sais pas combien j'ai mis de temps au niveau de la vidéo. Mais en général, si vous avez compris ça, vous avez dans le cours un petit exemple, hein, je l'ai ici, hein, l'exemple. Il suffit juste de voir l'exemple dans le polycopier, elle est en détail, mais je vous ai montré un petit peu comment on construit cet intervalle de confiance. Alors là, je l'ai fait pour A est égal à 0, A est différent de 0.
Alors maintenant, on va passer à l'autre test qui est A supérieur strictement à 1. Comme ça, Alors le deuxième test que je vais essayer de faire, test A supérieur strictement à 1. Alors, je vais vous dire une chose. Dans la théorie des tests, et je l'ai dit aux étudiants de S3 échantillonnage et estimation, lorsque vous voulez réaliser un test A supérieur strictement à 1, la question qu'il vous pose ici, tester A supérieur strictement à 1, c'est toujours cette hypothèse qu'il faut la prendre en H1. Toujours. Ça veut dire que j'ai ici un H0 et j'ai ici un H1. Alors H1, A est supérieur strictement à 1. Alors il y a une autre chose que vous devez connaître. Dans les questions qu'il vous pose, A supérieur strictement à 1, A inférieur strictement à 1, toujours l'hypothèse H0 ou bien H1, il ne prend jamais le signe supérieur strictement. Il est toujours soit égal, soit supérieur ou égal. D'accord? Donc comme ça, vous allez comprendre chaque fois qu'il vous pose la question qu'il s'agit d'une hypothèse alternative. Parce qu'il vous demande ici, l'hypothèse initiale c'est H0. Vous êtes dans l'initial, ça veut dire, c'est ce que vous possédez comme hypothèse. Ça veut dire que votre A, il est compris entre 0 et 1, d'après l'hypothèse. C'est ce que vous avez. Alors vous la défendez. Et l'hypothèse alternative, c'est elle qui va refuter cette hypothèse. Ça veut dire, elle va être à l'opposé de l'hypothèse initiale. Alors, vous avez A est supérieur strictement à 1. Vous avez la négation de A supérieur strictement à 1. C'est A inférieur ou égal à 1. Comme ça. Et vous pouvez même, avec A égale à 1, ça marche. Alors maintenant, la différence qui existe entre le test H0, A égale à 0 et A est différent de 0. Alors le test, celui-là, H0, A égale à 0, H1, A est différent de 0, ça c'est un test bilatéral. Et celui-là c'est un test unilatéral à droite. Test unilatéral à droite. À droite parce que le A il est supérieur strictement à 0, il est de côté droit. D'accord? A inférieur strictement à 1, côté gauche. Test unilatéral à droite ou bien test unilatéral à gauche. Alors, maintenant, comment réaliser ce test? Alors, vous allez voir que rien ne change. C'est-à-dire, vous avez votre test TA. C'est toujours... Alors, vous avez ici A. Il faut retrancher le 1, parce qu'en général, lorsque vous faites la statistique de test, vous faites le test M égale à M0 contre M différent de M0. Et lorsque vous choisissez la statistique de test, vous mettez T est égal à M moins M0 sur racine carrée de la variance de l'estimateur. C'était X bar, parce que vous avez la moyenne, X bar est un estimateur de l'espérance, de M. D'accord? C'est pour ça qu'on écrit var de X bar. On n'est pas dans ce cas, nous. Hein. On est dans le cas où vous êtes en train de tester le paramètre A. Donc c'est racine carrée de var de A estimé. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Racine de variance de A estimé. C'est toujours la même. Alors lorsque vous mettez, si vous êtes en train de faire A égale à 0, A est différent de 0, vous allez faire A ici et vous allez avoir moins A0. Le A0 c'est 1. Et dans notre cas du test bilatéral, le A0 est égal à 0. Et donc c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. Mais en général, votre statistique de test c'est A moins A0 sur racine de var de A ici. Alors le A0 ici pour nous c'est 1. A égale à 1. Ça, c'est la statistique, donc c'est pratiquement la même chose. Il va rester maintenant juste la règle de décision. C'est elle qui va nous permettre de savoir est-ce que vous acceptez ou vous refusez. Vous faites exactement la même chose. Alors, test, règle de décision. La règle de décision. Alors on accepte H0 si TA est inférieur ou égal à C alpha. Et vous acceptez, on accepte H1 si TA est supérieur à
à C alpha. Et maintenant, pourquoi j'ai marqué ici C alpha et C alpha? Parce que vous êtes dans un test unilatéral. Vous avez le test bilatéral, vous avez une valeur qui est alors vous avez tout ça, c'est 1 moins alpha. Et là vous avez ici le alpha. Dans le test unilatéral, dans le test bilatéral, vous avez une fonction, vous avez la zone de rejet, il est dans un intervalle comme ça. Parce que vous avez ici moins C alpha et C alpha. Vous avez une fonction qui est symétrique par rapport à la valeur à laquelle vous voulez savoir est-ce qu'il appartient ou il n'appartient pas. Lorsque vous allez dans un test unilatéral, vous allez voir juste la partie de rejet, il est là. D'accord? Ça c'est le rejet. L'acceptation, il est inférieur à C alpha, et ça c'est le rejet de H0. Rejet de H0. Alors le rejet, ça veut dire que la valeur elle est supérieure, acceptation, rejet, il est supérieur à C alpha. Ça veut dire la zone de rejet de H0, c'est la zone d'acceptation de H1. Donc au lieu d'avoir, vous avez toujours TA, il suit une student N-2, et donc vous allez avoir la probabilité sur H0 de TA inférieur ou égal à C alpha, et maintenant est égal à 1 moins alpha, et non pas 1 moins alpha sur 2, comme tout à l'heure. Et donc vous allez chercher le C alpha, c'est exactement le continu Tn-2 alpha, ici. Et non pas 1 moins alpha sur 2. Donc on accepte H0 si, je vais le conclure ici, on accepte H0 si TA est inférieur ou égal à Tn-2 à moins alpha. Donc c'est, une fois vous cherchez alors on a fait A est inférieur strictement, vous avez vu, hein, vous avez H0, A égale à 0, A différent de 0. H1, ça c'est le premier test qu'on a réalisé. Le deuxième, H0, A inférieur ou égal à 1, A supérieur à 1. Vous pouvez inverser, vous pouvez avoir un troisième test, H0, A supérieur à ou égal à 1, et vous avez H1, A est inférieur strictement à 1. C'est les trois tests qui peuvent exister. Vous avez un test bilatéral, unilatéral à droite, et vous avez unilatéral à gauche. D'accord? Alors, ce qu'on a fait ici pour l'unilatéral à droite, la seule chose qui va changer ici, c'est que, au lieu d'avoir, ça c'était la zone d'acceptation de H0, il va devenir la zone d'acceptation de H1, et non pas de H0. Ça veut dire, si vous acceptez H1, il faut que la statistique TA est supérieure ou égale à C alpha, ici dans ce cas. Tout à l'heure, on avait dit TA est inférieur ou égal à C alpha, ici. Ce qui va changer, c'est la règle de décision. Tout le reste, ce qui est fait ici, il est fait pour le test unilatéral, soit à droite, soit à gauche. Et ici, ce qui va venir ici pour le test bilatéral, il faut avoir un intervalle d'acceptation ou de rejet. Alors, si vous avez compris ce que j'ai marqué ici pour le test sur A, vous allez le faire sur B. Alors, le test, pour terminer cette vidéo, le test sur B, vous pouvez faire test sur B, B est égal à B0, contre B différent de B0. Vous avez ici H0 et H1. Alors, c'est pas obligé. Alors, tout à l'heure, pour le test de A, on était obligé de faire A égale à 0, A différent de 0 parce que vous voulez chercher l'impact. Ici, on n'est pas dans ce cas parce que le paramètre B, comme je vous ai dit, il est calculé dans le sens où, dans le cas où il n'y a pas d'influence, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la valeur de B, qui peut être une constante à long terme. Alors maintenant,
si vous voulez faire ça, la seule chose qui va changer, c'est la statistique du test, TB. Alors TB, ça va être B moins B0 sur racine de variance de B. Alors vous pouvez même travailler avec B estimé parce que c'est le paramètre B estimé, ça dépend de l'écriture. Et la variance de B estimé, alors dans le théorème que je vous ai mis, la proposition que je vous ai mis la semaine dernière, on avait dit que ça c'est sigma carré, 1 sur n, plus x bar, le tout au carré, xt moins x bar, le tout au carré. C'est ça la variance de B. Et on est obligé de chercher cette variance, hein, parce que, comme je vous ai dit, on aura besoin pour la construction au niveau de la statistique du test. Vous êtes obligé de la chercher. Alors le sigma carré ici, il est supposé inconnu, hein, comme on l'avait dit. Alors c'est pour cela même, dans la statistique du test, si jamais la variance elle était connue, ici, vous n'aurez pas une loi de student, mais plutôt une loi normale. D'accord? Parce que le sigma carré il est connu, et vous avez le théorème central limite, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que CLT, le central limite, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que le x bar converge en loi, ici, vers la loi normale, E de x bar, var de x bar. Moi, je l'écris toujours comme ça. Alors, vous avez le x bar, c'est un estimateur qui est sans biais, donc il va vous donner ici le mu. Et le var de x bar, c'est connu, c'est sigma carré sur n. Et lorsque vous mettez x bar moins mu sur sigma sur racine de n, ça converge vers les lois normales n0,1. Et donc la statistique construite ici, il va suivre une loi normale. Ici, c'est pas la même chose, puisque vous avez le sigma qui est inconnu, donc il faut l'estimer. Et si vous l'estimez, vous tombez sur une loi de student. C'est exactement ce qui se passe ici. Alors maintenant, le TB, par la même occasion, ici, ça suit une student Tn-2. Alors il va rester quoi maintenant? Pour réaliser le test bilatéral, ici, il va rester la règle de décision. La règle. Alors on accepte H0 si TB appartient à Tn-2 alpha sur 2, Tn-2, moins Tn-2, alpha sur 2 ici aussi. Et on accepte H0 si TB n'appartient pas à cet intervalle. C'est tout. La seule chose qui change ici, c'est la statistique. C'est cette statistique TB. En général, le reste il est le même. D'accord? Donc voilà en général ce que vous devez connaître. Alors ce que j'ai fait ici pour le test bilatéral, d'accord? On l'avait fait pareillement pour A égale à 0, A est différent de 0. Le test unilatéral B supérieur, par exemple H0, B supérieur ou égal à 1, ou bien B supérieur ou égal à B0, H1, B est inférieur strictement à B0, vous faites la même règle de décision qu'on avait pris tout à l'heure. Donc voilà, chers étudiants, je vais pas trop insister là-dessus. Je crois que ce que j'ai dit, il est clair. Vous essayez de revoir le cours sur le polycopier et vous suivez un petit peu les passages au niveau de la vidéo et vous allez comprendre que c'est pas quelque chose de difficile. Voilà. Bon courage et merci.